je vais vous présenter, rapidement les épreuves qui concernent les blocs 2 et 3. Ça va aller beaucoup plus vite dans la mesure où nous ne sommes pas en contrôle en CCF, en contrôle en cours de formation, mais nous sommes toujours en épreuve, ponctuelle dans les 2 cas. Alors ça va beaucoup ressembler à ce que vous connaissez déjà, mais il y a quand même quelques petits points sur lesquels, nous aimerions, insister. Pour ce qui concerne, le bloc 2, conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille, du patrimoine familial, l'épreuve E5, nous sommes donc sur une épreuve ponctuelle écrite qui concerne l'ensemble des candidats, hein, et c'est une épreuve de 4 heures, coefficientée 5. Alors quand je dis l'ensemble des candidats, c'est-à-dire aussi bien les candidats qui sont en formation initiale, que ceux qui sont en formation, en apprentissage, que ceux qui sont, sous contrat, hors contrat, établissement public, formation professionnelle continue. C'est vraiment l'ensemble des candidats. On évalue ici les compétences du bloc 2 à partir des indicateurs d'évaluation. J'insiste bien sur le fait que on est maintenant, vous l'avez compris, en bloc de compétences et donc on évalue des compétences. Et comment évalue-t-on les compétences? On les évalue à partir des indicateurs d'évaluation que vous retrouvez dans le référentiel. Alors, vous imaginez bien que je n'ai pas repris pour chacune des activités ce qu'il y a décrit dans le référentiel. J'ai pris un exemple, l'activité 1, pratique du droit de l'affiliation, pour vous remettre en exergue les compétences qui sont travaillées et les indicateurs d'évaluation. Évidemment, pour alimenter mon propos, je ne vous fais pas l'injure de penser que vous ne savez pas lire un référentiel. Donc, tout est écrit dans le référentiel. Donc, si je prends l'exemple de l'activité 1, nous avons 2 compétences à faire acquérir aux étudiants: rédiger des projets d'actes notariés spécifiques en matière de filiation et analyser les conséquences patrimoniales après établissement de la filiation. Donc ça, ce sont vos objectifs. Quand vous allez travailler l'affiliation, vous avez 2 objectifs: que vos étudiants, in fine, sachent rédiger des projets d'actes en matière de filiation et en analyser les conséquences patrimoniales. Comment je vais savoir si ces compétences sont acquises ou pas? Eh bien, j'ai des indicateurs qui jalonnent un petit peu le travail. Ils doivent être capables de déterminer des règles, les règles d'établissement et de constatation de la filiation. Donc, constater que c'est une filiation naturelle, c'est une filiation voilà, autre, hein. Ils doivent être capables d'établir les pièces qui sont nécessaires à la rédaction des actes. Ils doivent savoir comment on les obtient, ces pièces, et ils doivent identifier les effets du lien juridique de filiation. Si c'est un lien, une adoption plénière, c'est pas la même chose que si c'est une adoption simple, si c'est pas la même chose, que si c'est une filiation naturelle, que sais-je? Bon. Donc, dans le référentiel, voilà comment vous devez travailler. Mais ça veut dire que si on fait acquérir ces compétences aux étudiants, et c'est évident que nous allons les évaluer sur ces compétences. Donc, vous voyez, votre guide tout au long de la formation, parce que la certification, c'est le processus d'une chaîne, hein. On forme des étudiants pour qu'ils soient des professionnels dans les offices. Et en fait, qu'est-ce que l'on constate à la fin des 2 ans? S'ils ont acquis cette professionnalité ou pas. Donc, les compétences et les indicateurs, c'est vraiment un fil conducteur. Et on va aussi évaluer à partir des critères d'évaluation des compétences. C'est-à-dire que vous aurez constaté que dans le libellé de la certification, on vous donne un certain nombre de critères d'évaluation, j'allais dire qui viennent se surajouter aux indicateurs. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables, dans cette épreuve, d'analyser et de qualifier les problématiques juridiques. Heu, Madame Prolongeau vous a parlé de la qualification qui est essentielle, pour des juristes et qui est fondamentale. Eh bien, dans l'épreuve E5, on va retrouver évidemment
des exercices de qualification et d'analyse de problématiques juridiques. Ils doivent être capables d'exploiter une base documentaire. Dans la base documentaire, on va leur donner un certain nombre de documents qui sont liés au contexte de la situation, parce que pour analyser, qualifier, il faut qu'on ait un contexte suffisamment riche, hein. On leur raconte une histoire, on les met dans une situation professionnelle et donc ils vont avoir des éléments d'information qui vont enrichir le contexte, mais on va aussi avoir des annexes juridiques, hein. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, quelques extraits d'arrêts qui nous montrent, une évolution de la position de la Cour de cassation, sur une question donnée? De façon à ce que, l'étudiant soit obligé de se dire: «Bah, voilà, comment effectivement on pourrait, analyser, telle et telle, problématique». Ils doivent être capables de proposer des solutions argumentées en mobilisant les notions juridiques adaptées. Ça nous rappelle très fortement ce que l'on vient de voir avec dans le bloc 7, hein. L'argumentation, je pense que c'est aussi la qualification et l'argumentation sont vraiment 2 compétences que l'on va vérifier au travers des épreuves écrites. Et bien sûr, faire preuve de rigueur dans le choix des techniques notariales, puisqu'il y a parfois plusieurs solutions qui s'offrent aux collaborateurs juristes notariales et il doit être capable de choisir ou de proposer la meilleure. Conduire enfin des raisonnements juridiques logiques et cohérents. Donc voilà les critères d'évaluation que l'on va retrouver en plus des indicateurs pour chacune des activités. Et ça doit vraiment être un fil conducteur, non pas seulement pour la certification, mais pour la formation, puisqu'on doit les amener à ces différentes compétences. Alors, j'ai un peu anticipé tout à l'heure sur le dossier ressources, hein. Donc des situations professionnelles avec des problématiques juridiques, une base documentaire, donc je viens d'en parler, je n'y reviens pas, et puis des questions qui sont liées aux problématiques soulevées par les clients. Rédaction et choix de clauses, argumentation, choix de solutions pertinentes, hein, on aura toujours bien sûr la rédaction des clauses, c'est fondamental, mais on aura aussi sans doute des choix. Pourquoi ne pas proposer, par exemple, un ensemble de clauses avec des clauses qui ne sont pas pertinentes et demander à l'étudiant de choisir la meilleure, hein. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir les étudiants, de ne pas avoir forcément une application mécanique, hein, du droit, parce que c'est quand même une application dans le bloc 2 concrète du droit, mais d'avoir cette réflexion et cette argumentation. Vous savez, on l'a souvent constaté, les étudiants aiment bien les choses toutes faites, hein, c'est-à-dire, ah bah voilà, il y a un problème, il y a forcément tout de suite la solution. Non, c'est plus compliqué que ça, hein. Il faut souvent argumenter et il faut un petit peu pousser la réflexion. Donc, on aimerait beaucoup que nos étudiants arrivent à cette qualité d'argumentation et de réflexion, mmh, qui peut justement leur permettre ensuite de poursuivre des études. Alors donc, voilà pour le bloc 2. S'il y a des questions, on pourra y répondre. Alors le bloc 3, conduite d'un dossier en droit des biens dans le domaine de l'immobilier ou de l'entreprise. Alors on va retrouver des choses tout à fait, similaires. Alors, c'est l'épreuve E6, cette fois, qui est aussi ponctuelle écrite. Alors, avec un petit bémol, bon, ça concerne peut-être pas beaucoup de ceux qui sont en train de nous écouter, mais les candidats de la formation continue sont en CCF étendu sur cette épreuve, donc ne sont pas concernés, parce qu'eux ont seulement une épreuve écrite à passer. 4 heures toujours, coefficient 5. Vous voyez quand même 2 épreuves qui constituent le cœur du métier, puisque les blocs 2 et bloc 3 constituent le cœur du métier et qui sont quand même valorisées chacune avec un coefficient 5. Et on évalue, là encore, des compétences à partir des indicateurs d'évaluation. Même principe, j'ai choisi, bon, au hasard, hein, l'activité 2 sur la pratique des baux. On a 2 compétences, analyser un bail déjà conclu
établir un bail en veillant à la protection des parties et puis, on est, effectivement ici avec 4 indicateurs d'évaluation. Un étudiant doit savoir identifier des parties, qualifier un bail, déterminer le contenu, évaluer la durée. Il doit être capable d'établir la liste des pièces nécessaires à la rédaction du bail et mettre en œuvre les demandes, hein, des parties. Et enfin, faire un choix pertinent des clauses, être capable d'adapter des clauses et puis réaliser les formalités postérieures. Bon, quelque chose de tout à fait classique, hein, dont, vous avez parfaitement l'habitude. Mais ça vous donne tout de suite aussi une idée des activités qui pourront être demandées, heu, lors de la certification et lors de l'épreuve. Puisque l'indicateur d'évaluation, c'est par exemple d'être capable d'adapter une clause, on peut très bien imaginer qu'on va donner des clauses et qu'on va leur demander d'adapter la clause à la situation. Vous voyez? Vous avez les questions, si vous voulez, vous les avez dans les indicateurs d'évaluation puisqu'on doit mesurer, la compétence à partir de ces indicateurs. Là encore, nous retrouvons des critères d'évaluation des compétences qui sont, alors vous le remarquerez, les critères d'évaluation sont plus sur de la méthodologie, sont plus sur des compétences dites transversales, hein. Toujours l'analyse des problématiques, donc il faut être capable d'analyser la problématique qui est posée, être capable de sélectionner les informations issues d'une documentation. Effectivement, on aura, comme je vous l'ai dit, une base documentaire, donc évidemment une documentation qui est fournie. On peut très bien imaginer que l'on donne un ensemble d'informations, mais qu'elles ne soient pas toutes à utiliser. Parce que faire preuve, savoir sélectionner les bonnes informations, c'est une compétence transversale, dont il faut faire preuve en tant que professionnel. Faire preuve de logique et de cohérence dans les propositions, dans les techniques notariales utilisées, bien sûr, et puis faire preuve de capacité rédactionnelle et de synthèse. Bon, même si on ne l'a pas cité pour le bloc 2, c'est évidemment sous-entendu, hein, c'est sous-entendu. Donc là encore, un dossier ressources avec des situations professionnelles et des problématiques juridiques. Un corpus documentaire, là encore, des éléments liés à la situation et des annexes juridiques. Et puis des questions qui sont liées aux opérations emblématiques du bloc et qui sont très proches des indicateurs d'évaluation, mais avec attention, au moins une question sur le droit des biens immobiliers, au moins une question sur le droit des biens de l'entreprise. Après, voilà, ça peut être 3 d'un côté, une de l'autre, 3 et 2, 2 et 3, enfin que sais-je, hein. L'idée, c'est qu'on évaluera bien les 2 aspects du bloc 3, aussi bien le droit des biens dans le domaine de l'immobilier que le droit des biens dans le domaine de l'entreprise.